Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Ça fait longtemps, désolé, je m'en excuse, j'ai eu une fin d'année 2025 qui a été très très dense et puis après il y a eu les fêtes, les vacances, etc. Donc du coup c'est le moment de faire aujourd'hui le bilan annuel de mes investissements pour 2025. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter en toute transparence mes performances d'investissement pour 2025 et aussi vous montrer un petit peu mon parcours dans l'indépendance financière que j'ai acquise en fait depuis 2019. Donc voilà un petit peu le topo aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2026, une année, on l'espère, pleine de bons investissements et de bons développements personnels. Donc je vous souhaite tout le succès que vous méritez et tout le bonheur qu'on peut avoir pour une année 2026 à venir. Donc c'est parti, on va naviguer dans cette présentation puisque le podcast est à la fois audio mais vous pouvez aussi retrouver la partie vidéo sur YouTube au nom de Florent Pontier. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube si vous voulez la version avec la vidéo. Donc un petit rappel sur mon parcours vers l'indépendance financière. Donc en fait entre 2010 et 2011, je commence mes premiers investissements en bourse. D'abord très très maladroit, pas mal de stock picking, donc c'est-à-dire on choisit un peu les actions en fonction de newsletters qu'on peut lire, de ce qui se passe sur BFM Business ou sur le magazine Capital ou autre. Donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans quand même. Et en 2018, je crée vraiment la méthode RSR. Avant tout pour moi, pour vraiment décupler finalement mes rendements en bourse. Et puis ça me permet aussi, car en parallèle je fais de l'immobilier, donc j'ai emprunté jusqu'à 700 000 euros en immobilier pour acheter 8 biens. Et tout ça ensemble fait que en mars 2019, je peux quitter mon boulot d'ingénieur en mécanique. Donc après 9 ans de carrière en tant qu'ingénieur en mécanique pour l'industrie, hein, je bossais dans une boîte qui s'appelle SKF, pour ceux qui connaissent, ils font des roulements à billes. Et donc je fais une rupture conventionnelle que je négocie et puis depuis je suis indépendant financièrement, donc je suis quand même content parce que c'est un gros saut dans le vide que je fais à ce moment-là. Je sais pas de quoi va être fait ma vie, je sais pas ce qui va se passer en fait. En plus il y a le Covid juste l'année d'après. Donc 2019 c'est beaucoup de voyages, c'est la concrétisation finalement d'un rêve que j'avais eu en 2010, puisque j'ai perdu mon père très jeune. En fait, il est décédé à 57 ans. Il avait un cancer du pancréas. Et du coup, c'est aussi ça qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. C'est que moi, ça m'a complètement bouleversé. Je me suis dit, je veux pas bosser jusqu'à la retraite, sachant que j'aurais peut-être même pas de retraite ou que je serais mort avant. Enfin bref. Et du coup, ça a complètement changé ma manière de voir le monde et les choses. Et c'est ce qui m'a permis aussi de travailler, de créer tout ça finalement. Donc voilà. Et là, je suis content parce que ça fait 6 ans, ça marche toujours très bien. La bourse marche bien, l'immobilier marche bien. On en reparlera, mais du coup, enfin, les gens ont une vision du rentier en fait, doigt de pied en éventail au bord de la mer, mais en fait, la réalité, c'est qu'en tant qu'humain, on s'ennuie finalement assez vite. En tout cas, dans ma personnalité, commençais à m'ennuyer. Même si j'ai pas mal voyagé, comme je vous disais, au bout d'un moment, on a envie de construire les choses, on a envie d'aider les gens. Et c'est aussi pour ça que dès 2020, en fait, dès 2019, 2020, j'ai rassemblé d'abord 5 personnes en leur disant, les gars, écoutez, moi j'ai créé cette méthode RSA avant tout pour moi, mais si elle vous intéresse et si le rendement vous intéresse, écoutez, on s'embarque ensemble. Moi, je vous montre comment tout ça fonctionne. Et donc, ces 5 premières personnes se sont transformées aujourd'hui en 150 personnes que j'ai accompagnées. Donc, j'ai pas refait le compte, mais ça doit être un peu plus que 150 maintenant même, depuis 2018. Donc, aujourd'hui, c'est entre 30 et 50 personnes que j'aide tous les ans.
à reprendre en main leur patrimoine, décupler les rendements grâce à la bourse, préparer l'avenir financier, préparer la retraite, transmettre les connaissances aux enfants. Voilà, le spectre est vraiment large et toutes les personnes qui sont entrées dans l'accompagnement ont pu réaliser des investissements en bourse profitables à long terme, puisqu'on reste sur de l'investissement long terme. Donc le vrai bilan, et je leur dis toujours quand j'accompagne quelqu'un, le vrai bilan, ce sera dans 5 ans. L'avantage aujourd'hui, c'est que les premières personnes sont rentrées en 2018. Donc aujourd'hui, les premières personnes que je vais accompagner, finalement, elles ont 7 ans d'investissement derrière elles. Et moi-même, j'en ai 15. Donc ça donne déjà quand même des bonnes perspectives et des bons résultats. Et les gens sont dans un groupe, on échange sur WhatsApp, etc. Ça permet de créer cette communauté finalement autour de la bourse. Voilà. Petit rappel sur mon parcours, puisque ça fait longtemps que je l'avais pas fait, et puis peut-être qu'il y en a qui vont découvrir ce podcast et qui me connaissent pas encore. Donc voilà, petit topo un peu sur mon parcours. Si on en revient à la bourse, la méthode RSR, donc c'est le nom de la méthode que j'ai créée. Souvent on me demande ce que ça veut dire RSR, ça veut pas dire grand-chose en vrai. C'est un nom de Porsche de course, donc voilà. Puis c'est facile à retenir, RSR. J'aimais bien. Bref, du coup voilà, méthode RSR. Donc le bilan 2025 est positif. On finit l'année en hausse à 12,88% cette année, vs 20,38% pour le Nasdaq Composite, qui est mon indice de référence, parce que ça reste un des meilleurs indices du monde aujourd'hui sur ces dernières décennies. Donc j'aime bien me comparer à cet indice-là. Donc une année 2025 en dessous du Nasdaq, vous le voyez ou vous l'entendez. Mais ça s'explique. Ça s'explique parce que je suis sur une méthode qui est très exposée sur les États-Unis finalement. Et du coup, on va subir ce qu'on appelle le taux de change, donc la variation entre l'euro et le dollar. Et il se trouve en fait que 2025 a été une année très haussière pour l'euro, ce qui est moins bénéfique moi pour mes investissements, puisque comme je vous disais, je suis essentiellement investi aux États-Unis, donc sur le dollar finalement. Donc une hausse de l'euro comme 2025, ça va du coup créer une sous-performance de l'ETF, de l'indice de référence et de la méthode RSR. Comment je peux vous expliquer ça plus facilement? En fait, en 2025, l'euro a pris à peu près 13% par rapport au dollar. Donc, si vous êtes exposé aux États-Unis, ça veut dire que déjà l'indice, faut qu'il fasse 13% pour que vous retombiez à zéro. Sinon, si c'était une année par exemple négative aux États-Unis, donc si on était à moins 10% pour le Nasdaq, bah nous on serait à moins 23% si on suivait tout simplement un ETF qui suit le Nasdaq. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi la sous-performance de la méthode RSR cette année. Donc des fois, ça va aller dans notre sens, des fois, ça va aller à l'inverse, ça va être favorable pour nous quand l'euro va perdre de la valeur par rapport au dollar. Voilà, c'est le jeu. On peut se protéger aussi de ce genre de variation. Moi, je le fais pas parce que je considère que sur 5 à 10 ans, ça a assez peu d'impact, le taux de change. Donc du coup, voilà, c'est aussi ce qui explique la sous-performance cette année. Voilà, comme vous voyez, je suis totalement transparent avec vous sur les performances. Je vous dis quand ça marche très bien, je vous dis quand ça marche moins bien, je vous dis quand ça sous-performe. Voilà, c'est pas une méthode magique, c'est de la discipline, et c'est suivre vraiment une routine mensuelle. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ce qui m'amène au point suivant, c'est-à-dire que c'est bien de regarder 2025, mais en bourse, c'est quand même bien de regarder ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc moi, la méthode RSR, je l'ai calculée depuis 27 ans. Donc j'ai simulé quelqu'un qui investissait 10 000 euros en janvier 1999. Cette personne-là aurait aujourd'hui 2,7 millions. Donc c'est pas mal. Sur 27 ans, ça fait 23% par an en moyenne. Donc pour ceux qui voient pas les graphiques, grosso modo 2025 c'était 12,88 de hausse, 2024 57, 2023 27, 2022 moins 19, 2021
71, 2020, 63. Enfin voilà, des plutôt bonnes performances avec une année de crise de 2022 qui est la crise post-Covid finalement, avec beaucoup d'inflation et le retour à la réalité après le Covid finalement. Donc plus 23% analysé sur les 27 dernières années. Sur la même période, le Nasdaq Composite, qui est comme je vous disais, un des meilleurs indices du monde, fait 9,2% par an. Et moi, ce que je regarde aussi pas mal, c'est sur les 5 dernières années. Donc sur ces 5 dernières années, ça fait fois 3,1 sur votre patrimoine sur la méthode RSR. Ça veut dire que si vous mettez 10 000 euros, vous avez 31 000 euros aujourd'hui en 5 ans. Si vous mettez 100 000, vous avez 310 000, etc., etc. Pour le Nasdaq, sur la même période, c'est fois 1,8. Donc voilà, on reste quand même sur des très bonnes performances sur la méthode RSR. Malgré ce qu'il a pu se passer finalement en 2025 avec la montée de l'euro face au dollar. Donc c'est surtout sur du long terme, comme vous l'avez compris, minimum 5 ans, qu'il faut vraiment regarder si une méthode fonctionne ou fonctionne pas. D'ailleurs, aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de bourse. Il y a assez peu de personnes comme moi qui sont vraiment 100% transparents sur leurs résultats avec le track record. Et vous avez tout l'historique de mon podcast. Donc, les premiers podcasts, c'était en 2020. Donc, si vous regardez un peu les bilans mensuels que j'ai fait depuis 2020, vous avez vraiment la réalité de mon parcours d'investisseur. Voilà, j'essaie vraiment d'être le plus transparent possible. Bien sûr, je vous dirai jamais exactement combien j'ai d'argent en bourse. Ça, c'est aussi pour me protéger finalement. Mais je vous donne les pourcentages et les ratios. Comme ça, vous avez peu une idée de ce que ça peut faire pour votre patrimoine si vous m'écoutez aujourd'hui. On fait un petit point crypto. Moins 26,6% pour moi cette année en 2025. Donc encore une fois, je suis transparent. Clairement, 2025, j'ai fait n'importe quoi en crypto. J'ai voulu diversifier, j'ai voulu faire d'autres choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu augmenter ma poche crypto depuis 2024 et du coup, je me sentais pas à l'aise à être entièrement sur ma méthode initiale que j'avais créée en 2020 en crypto. J'ai voulu diversifier pour augmenter mon pourcentage et au final, ça a pas été une bonne idée finalement. Si j'avais augmenté en laissant ma stratégie initiale, j'aurais fait beaucoup mieux. Donc là, 2026, j'y reviendrai, mais je vais réduire un peu la voilure et je vais enlever tout le superflu, tout ce qui n'a pas marché finalement. Puisque sur la même période, le Bitcoin reste négatif, hein, mais il est que à moins 16,5 vs moins 26,6 pour moi. Donc je sous-performe le Bitcoin, c'est-à-dire que si j'avais simplement acheté du Bitcoin et j'avais attendu, j'aurais fait mieux que tous mes petits bidouilles à côté de ma méthode principale d'investissement. Donc voilà, contexte des années précédentes reste quand même très favorable puisque 2023 j'avais fait plus 125%, 2024 plus 84%. Donc on reste quand même sur des très bonnes performances en crypto. Le Bitcoin a fait un nouveau plus haut en août 2025 à 124 504 à peu près dollars. Il a retesté un peu les zones de mars 2025. Voilà, aujourd'hui on est entre 80 et 90 000 dollars le Bitcoin. Pour l'instant, moi, mon objectif reste plutôt haussier à 228 000 dollars à peu près, pour pas dire 230 000. On va voir. En fait, il faut que le support vraiment de mars 2025, faut que les 80 000 tiennent. Sinon, on risque de repartir sur une baisse significative du monde de la crypto. Pour ma part, du coup, je me recentre. J'utilise ma méthode crypto, donc CLT, crypto long terme. Là, pour le coup, c'est un acronyme. CLT, ça veut dire crypto long terme. Et je reste du coup fidèle et serein et fidèle à ce plan d'investissement. Je vous reparlerai un peu de mon allocation 2026 aussi dans cet épisode de podcast. Performance réelle du coup de mon patrimoine en bourse et en crypto entre 2019 et 2025. Je vous ai donné les 6 dernières années pour pas que le graphique soit surchargé et même en audio, ça reste des chiffres donc faut pas que j'en fasse trop. Donc 2019 13,3%, 2020 68,9%, 2021 très bonne année 89,9%, 2022 crise. Donc méthode RSR
plus crypto, hein, c'est pas juste la méthode RSR toute seule. Moins 49,5% pour moi. 2023, après une crise, très bonne année, 90,3%. Et 2024, 73,6%. Et 2025, pardon, 0,3%. Donc voilà, je suis à l'équilibre, je suis flat. J'ai passé 30 minutes par mois et j'ai rien gagné, rien perdu. Voilà, ça fait partie du jeu. On verra ce qu'annonce 2026 pour ma part. Mais voilà, pour l'instant, à cause de mes bêtises en crypto, en fait, je retourne sur quelque chose d'assez plat finalement en 2025. C'est comme ça qu'on apprend aussi, même après 15 ans d'investissement en bourse. Finalement, je continue d'apprendre et j'essaye aussi d'apprendre de mes erreurs. Ça, c'était une erreur. J'ai voulu dévier du plan initial et je me suis pris un retour de bâton dans la gueule. Voilà, ça fait partie du jeu. Mon approche de l'investissement en bourse, donc stratégie d'investissement à long terme. On n'est pas sur du trading, on est sur une stratégie qui nous prend 15 à 30 minutes par mois. Moi, je fais ce qu'on appelle un DCA, donc c'est Dollar Cost Averaging. Donc je mets tous les mois entre 100 euros et 1000 euros entre ma partie pro et ma partie perso. Et diversification à terme, l'idée c'est d'avoir à peu près 50% de bourse et 50% d'immobilier. Pour l'instant, ça reste, j'ai pas les chiffres, mais j'ai plus d'immobilier. Mais quand je compte l'immobilier, c'est le total des actifs. Je prends pas les dettes en compte. Donc forcément, quand on a un parc immobilier de 7 biens, parce que j'en ai revendu un, et bah forcément, si je prends juste la partie active sans les dettes, bah je reste très immobilier parce que c'est des montants tout de suite énormes. Comme je vous le disais, j'ai emprunté jusqu'à 700 000 euros d'emprunt, donc j'ai pas encore cette somme-là en bourse, bien sûr, même si on s'en rapproche de plus en plus. Donc voilà. Méthode RSR pour les actions, donc ça c'est mon objectif 2026, c'est de mettre 80% sur la méthode RSR et 20% sur la méthode CLT. Je risque peut-être même de réduire progressivement la voilure côté crypto, parce que je trouve que le monde a changé, dans le sens où certes les pays font toujours des réserves fédérales de crypto, mais je trouve que l'IA prend de plus en plus de place par rapport à ça, et je trouve que ça enlève les projecteurs finalement sur la crypto. Les projecteurs aujourd'hui sont plus sur l'intelligence artificielle. La crypto finalement, depuis 2008, n'a pas trouvé vraiment d'application concrète dans le monde réel, je veux dire, pour les particuliers en tout cas, alors qu'un ChatGPT aujourd'hui ou un Gemini ou autre est utilisé quand même par beaucoup de particuliers. Donc voilà, si on prend un peu du recul sur la situation, on nous a promis plein de choses en crypto. La réalité, c'est que il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le monde réel. Il y a plein de choses qui se passent sur l'écosystème crypto en tant que tel, mais pour moi, l'adoption de masse n'est pas encore là. Donc ça laisse aussi des beaux jours à la crypto, puisque une fois que l'adoption de masse va se faire à un moment ou à un autre, potentiellement, ça peut vraiment créer une très belle performance sur la partie crypto. Mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que je vais réduire la voilure à 20%, voire peut-être repasser sur un 90-10 au cours de l'année. Donc on verra un peu en fonction de ce qui se passe. Mon parc immobilier actuel, donc c'est un immeuble mixte dans le sens où il y a 6 appartements, il y en a 4 en location location saisonnière. J'ai mis Airbnb, mais c'est Airbnb Booking. Il y en a 2 en location longue durée. Il faut que je fasse mes chiffres là, mon bilan, mais j'ai tendance à penser que mon immeuble serait plus rentable si j'étais que en location longue durée et pas un mix avec de la location saisonnière. Donc sûrement qu'au fur et à mesure, je vais passer en longue durée. Et en plus, on en entend moins parler en longue durée, moins de problèmes, moins d'usure. Enfin voilà. Du coup, à voir. On a acheté avec ma compagne une maison en Normandie, donc c'est pas à moi.
C'est à elle pour le coup, c'est elle qui a fait l'emprunt, du coup l'idée de cette maison c'est, comme nous on est dans des petites surfaces en région parisienne, c'est d'avoir une maison parce que moi je suis normand donc près de ma famille en Normandie et qu'on puisse y aller quand on étouffe un peu trop, à Paris, mais qu'elle s'autofinance dans le sens où le but c'est que la location saisonnière finance toutes les charges, emprunt compris. Donc voilà, 2025, on est, j'ai pas les chiffres encore, mais je pense qu'on est sur l'autofinancement pour 2025. On est peut-être légèrement en profit même. Donc ça roule plutôt bien. Pas trop de problématiques sur cette maison pour l'instant puisque on vient de la rénover. Donc du coup, il y a pas grand-chose qui se passe. Quelques locataires un peu qui font un peu, enfin qui rendent un peu la maison sale, mais ça bon c'est le boulot de la conciergerie et du coup on n'entend pas vraiment parler et à chaque fois qu'on revient la maison est comme si on l'avait pas louée quoi finalement, donc c'est assez agréable pour nous. Et le dernier bien que j'ai, c'est une maison qui est en colocation, qui est actuellement en vente. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Donc ça peut être sur LinkedIn. Je suis pas mal actif sur LinkedIn, Instagram, voilà, ou mettez un commentaire sous la vidéo YouTube si ça vous intéresse d'acheter potentiellement cette colocation. Moi, je la vends puisqu'en fait, ça fait 10 ans que je l'ai et du coup, je préfère récupérer le capital pour faire autre chose avec. Mais elle reste rentable puisqu'elle a un cash flow positif entre 700 et 1000 euros par mois et ça reste un de mes meilleurs investissements pour le moment sur la partie immobilier en tout cas. Les galères du mois en IMO, vous savez que j'aime bien vous parler un peu de mes galères sur l'IMO. Donc j'ai noté 2-3 trucs. Rénovation des dégâts des eaux 2025. Je me suis planté, j'ai mis 2026 mais 2025. En fait, j'ai eu 2 gros dégâts des eaux dans la coloc et dans un de mes appartes dans l'immeuble. Donc c'est seulement en cours de rénovation là. Il y en a un qui a été rénové sur les deux. Là, j'attends l'assurance pour le deuxième. En fait, c'est les assurances qui sont longues. Donc là, je pense que ça va pouvoir se décanter sur le premier trimestre pour qu'on puisse réparer tout ça. J'ai un plombier historique qui est une grosse société qui a plein de plombiers en fait et ce que j'aimais bien c'est qu'ils étaient très réactifs sur les galères parce que quand on a une galère en plomberie souvent faut intervenir vite et ils ont créé cette possibilité d'intervenir en urgence donc ça c'est assez appréciable. Par contre, j'ai noté vraiment une détérioration de la qualité de travail. Je pense qu'ils sont en train d'embaucher beaucoup et qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Là, pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi j'ai retrouvé une douche sur laquelle j'avais demandé une rénovation des joints. Et en fait, la douche, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est une douche qui est un petit peu surélevée, qui est sur des plots. Vous savez, un receveur, pour ceux qui s'y connaissent un peu en travaux, on met un receveur pas mal sur les plots maintenant pour créer un dénivelé pour l'évacuation des eaux de la douche. Et en fait, le mec, je sais pas s'il a foutu, mais il m'a pas remis les plots. Il les a pas remis correctement. Donc en fait, le bac de douche, il tenait sur 2 plots au lieu de 8, quoi. Et pour moi, ça, c'est une erreur professionnelle. C'est-à-dire que le joint qu'ils ont fait, tout de suite, c'est dégradé puisque le bac bougeait puisqu'il n'était plus fixé au sol. Donc là, faut que je les rappelle pour leur dire qu'ils bossent vraiment mal et qu'ils font n'importe quoi. J'avais demandé un réducteur de pression dans l'immeuble, ils l'ont mis en amont d'un seul appartement au lieu de le mettre en amont de l'immeuble et de remplacer le défectueux de l'immeuble. Donc faut vraiment que je m'y mette là-dessus. Le problème, c'est que moi, sur l'immobilier, ça me saoule tellement que j'ai tendance à mettre ça de côté et à plus m'en occuper. Mais en fait, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment pas laisser traîner parce qu'après on accumule les problèmes et plus ça va, plus ça empire. Donc, faut vraiment que je fasse attention à ça. Et ensuite, sur la maison, comme vous savez, il y a eu une grosse tempête là en Normandie, donc j'ai été touché aussi. Alors pas sur l'aspect toiture, mais en fait, j'avais une gouttière et un tuyau d'écoulement de la gouttière sur la façade de la maison. Et en fait, la tempête a arraché le tuyau. Donc il va falloir remplacer le tuyau. Donc j'ai déjà créé
le sinistre avec l'assureur et puis maintenant, faut qu'ils interviennent, faut que je fasse un chiffrage et qu'ils interviennent, rapidement pour remettre un nouveau tuyau donc une petite franchise au passage, hein, moi c'est 170 € de franchise je crois donc merci la tempête. C'est comme ça fait partie du jeu. Faut le prévoir quand vous faites vos plans sur l'immobilier, faut toujours prévoir une petite poche, d'aléatoire. Je dirais peut-être 500 € par an, peut-être pour les petits chantiers, voilà. Et de temps en temps, un gros chantier qui peut arriver aussi, une toiture, un ravalement de façade, etc. Donc, faut bien le prévoir dans vos calculs pour pas que vous ayez de mauvaises surprises sur votre rendement. Moi, ça reste très rentable malgré tout, donc c'est pas un souci pour moi, mais il faut vraiment faire vos calculs avant d'acheter le bien, quoi. Performance globale du patrimoine. Donc, moi, l'objectif, c'est toujours d'avoir un rendement optimal et une stabilité financière pour payer toutes mes charges fixes. C'est ce qui crée, c'est la définition de l'indépendance financière, finalement, c'est d'être capable de subvenir à ses charges fixes. Et là où je suis content aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais célibataire seul. Maintenant, je suis en couple avec une petite fille qui s'appelle Jeanne et qui a 2 ans et demi. Et j'arrive toujours à couvrir mes charges fixes qui ont forcément augmenté avec l'arrivée d'une fille. Donc ça c'est plutôt cool. L'équilibre, comme je le disais à terme, c'est d'avoir 50% bourse, 50% immobilier. Les performances historiques sur mon patrimoine global et immobilier inclus restent très très bonnes puisque je suis à plus 26,3% annualisé depuis 2011 et plus 11% cette année 2025. Donc ça reste très très bon de ce côté-là. Le drawdown max, qui est le risque max sur mon patrimoine global, il est de 13% seulement. Donc une renta de plus 26 par an pour un risque de 13%, ça me paraît très honorable et je suis très content de ces résultats. Mon rendement, il est toujours infini. C'est la définition aussi d'être rentier, c'est que j'ai retiré plus que ce que j'ai rajouté dans mon patrimoine, ce qui me fait un rendement sur le papier, un rendement mathématique en tout cas infini sur mes placements, puisque en fait j'ai placé puis j'ai retiré et du coup aujourd'hui la somme c'est négatif quoi. J'ai retiré plus que ce que j'ai mis sur mon patrimoine. Donc c'est aussi la définition d'être rentier finalement. Piste 2026, j'y reviendrai dans un prochain podcast où c'est historique sur le podcast des nouveaux rentiers. C'est que je fais le bilan de l'année, mais avec vraiment un bilan bourse, mais aussi perso. Voilà un petit peu mon ressenti de l'année 2025 et je me refixe des objectifs pour 2026. Donc, je ferai un podcast puisque là, ce podcast va être trop long sinon. Donc, je ferai un podcast spécifique pour ça, vous donnant un petit peu mes réflexions du moment, mes objectifs, qu'est-ce que je souhaite développer en 2026, etc. Donc, abonnez-vous et puis vous recevrez comme ça la notification du prochain podcast si ça vous intéresse. Si on fait un petit zoom sur la méthode RSR, les avantages de la méthode RSR, c'est que c'est un signal mensuel pour la partie bourse. Donc, c'est 30 minutes par mois de gestion tout compris. Donc, en gros, on regarde le résultat, on ajuste nos stratégies, on investit, on ferme la feuille Excel et on passe à autre chose et on se reconnecte que le mois d'après. L'avantage de la méthode RSR, c'est qu'il y a une protection sur les phases baissières. Donc, on va sortir du marché avant les gros crashs majeurs. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de cette méthode, c'est de nous exposer pendant les phases plutôt haussières du marché et de nous mettre en retrait sur les phases baissières. Les performances historiques sont très très bonnes avec plus 23% annualisé sur 27 ans, plus 30,8% annualisé sur les 10 dernières années, plus fois 3,1 sur les 5 dernières années. Donc, vous voyez qu'on est sur des très bonnes performances boursières. C'est accessible aux débutants. Il n'y a pas besoin d'une expertise financière car le but, c'est que moi, je vous accompagne personnellement avec ça et on met en place une stratégie d'investissement qui vous correspond en termes de risque et en termes de rendement que vous souhaitez atteindre. C'est compatible sur tous les outils d'investissement qu'on peut avoir aujourd'hui en bourse, donc sur le compte titre ordinaire, sur le PEA, sur l'assurance vie, mais aussi le PER pour ceux qu'on a un. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, si vous n'avez pas activé cette case bourse et ou que vous avez des performances qui sont en dessous de ce que je viens de vous annoncer, clairement vous pouvez faire mieux et le meilleur moyen de le faire, c'est aussi de me rejoindre et de profiter de mon accompagnement si ça vous intéresse.
Moi, ce que je vous invite à faire aussi, de par ce podcast et tout ce que je peux raconter, c'est de vous faire votre propre éducation financière, donc d'apprendre les bases de l'investissement en bourse. Pour ça, il y a d'ailleurs une formation offerte qui est dans la description de ce podcast ou de cette vidéo YouTube, si vous êtes sur YouTube. Il suffit de cliquer sur le lien, vous rentrez votre mail et vous aurez un accès instantané à cette formation offerte. Ça vous remettra déjà les points sur les i, heu ou les barres sur les T par rapport à la bourse. Ensuite, l'idée, c'est de passer à l'action parce que si vous êtes tout le temps en train de regarder du contenu sur Internet, en fait, des fois, vous pouvez consulter ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus et jamais passer à l'action. Donc, passer à l'action, c'est ouvrir les bons comptes avec la bonne fiscalité, c'est comprendre comment fonctionnent les ETF, comment moi, ça m'a changé ma vie, de bien définir votre stratégie et puis de commencer avec des petits montants mensuels mais réguliers. Si je dois résumer la bourse en 2 mots, c'est vraiment patience, parce qu'on est sur de l'investissement long terme à 5 ans minimum, et discipline, parce qu'il faut mettre en place une routine mensuelle, finalement à vie. Donc c'est vraiment les 2 qualités à développer, quand on devient investisseur en bourse et investisseur d'ailleurs, tout court, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu le topo aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie de vous y mettre aussi de votre côté. On est au début de l'année. Les débuts d'année, c'est quand même bien pour mettre des choses en place, pour passer à l'action. C'est assez propice. On fait un petit reset, psychologique, quoi. On repart vraiment à zéro. Donc, si mon accompagnement en bourse vous intéresse, vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi en visionnant la formation offerte. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien, vous laisser guider et vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi qui est complètement offert, qui dure entre 30 et 45 minutes. Et si on voit que les énergies et les objectifs matchent, je peux vous accompagner à mettre tout ça en place pour que vous repreniez vraiment contrôle de votre patrimoine et que vous puissiez vraiment avancer dans la bonne direction et aussi augmenter vos performances si vous considérez que vous êtes en sous-performance, qui est le cas, je pense, de 90% ou 95% voire 99% des Français, je pense, font 2 à 4% par an, grand maximum. Donc sachez qu'on peut faire beaucoup plus et assez facilement, finalement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis 15 ans et c'est ce que j'enseigne à toutes les personnes qui sont rentrées dans cet accompagnement, donc les 150 personnes, finalement. Et ils ont tous mis des choses en place. Voilà, j'essaierai d'ailleurs de refaire des interviews des personnes que j'ai accompagnées parce que je sais que vous aimez bien et puis ça donne aussi un autre prisme de vision qui est plus débutant parce que moi ça fait 15 ans donc forcément j'ai un certain recul sur la situation, mais c'est toujours bien aussi d'avoir des personnes que j'ai accompagnées parce que ça vous donne plus de vision par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité. Et pareil sur le podcast, une petite note sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer, ça donne de la visibilité aussi au podcast. N'hésitez pas à parler du podcast des nouveaux rentiers autour de vous. Et nous, on se revoit très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon sport, très bonne vaisselle en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.